Dans le cadre du projet de jumelage entre Baloba Check, média congolais spécialisé dans le fact-checking, et InfoL, média sénégalais qui promeut les actions des femmes, nous nous entretenons aujourd'hui avec Madame Tina Salama. Elle est porte-parole du président de la République, mais aussi ex-journaliste. Avec elle, nous allons aborder les questions sur les enjeux de la désinformation envers les femmes journalistes, mais aussi nous allons parler de son parcours. À tout de suite. Pouvez-vous nous parler des motivations qui vous ont poussé de quitter du journalisme à la communication institutionnelle? Bon, d'abord, il faut dire que ce n'est pas un choix, ça m'est tombé dessus comme ça. Mais cela étant, il faut dire que mon parcours a été façonné, on va dire, par des expériences professionnelles qui ont facilité plus ou moins cette transition du journalisme vers la communication institutionnelle. Alors, il y a trois faits marquants quand même, ou trois rôles clés, on va dire, hein, si je peux les énumérer. C'est d'abord la communication stratégique. Vous avez les relations avec les médias et aussi quelque chose de non moindre, c'est vraiment les enjeux politiques. Donc, quand on est dans le journalisme, on comprend ça parfaitement bien. Et donc, quand j'étais journaliste, on va dire, hein, pour Radio Okapi, une radio des Nations Unies, en quittant en tout cas, j'occupais un poste à responsabilité. Donc c'est très facile de comprendre un peu les enjeux politiques du pays, les politiques eux-mêmes, parce qu'ils venaient beaucoup à la Radio Okapi. Donc on savait très bien ce qui se passait dans le pays pour avoir suivi ça pendant une assez longue période. Et puis les relations avec les médias. Donc on se connaissait plus ou moins tous hein, dans ce milieu-là. Et donc ça me facilite aujourd'hui, quand j'ai eu cette fonction-là de porte-parole du président, avoir d'abord ce contact facile avec les journalistes, avec les médias, à comprendre leurs attentes, à anticiper même des fois leurs attentes. Mais cette fois-ci, c'est différent. Moi, je travaille pour une institution, la présidence de la République, le président de la République en l'occurrence. Je dois le protéger, je dois mieux expliquer son rôle, mais vraiment de manière très simple. Et les journalistes sont très dans la recherche de l'actualité, de façon très immédiate. Donc, il faut vraiment faire la part des choses entre les deux. C'est pour ça que je vous parle vraiment de la communication stratégique et relation avec les médias. Et on me le dit même souvent, on me reproche d'être resté trop journaliste. Parce que même là où je travaille, j'ai cette déformation professionnelle à vouloir aussi poser des questions comme si j'étais toujours journaliste, mais je pense que journaliste toujours. Voilà, donc ça a été plus ou moins facile, je pense. Il y a eu cette période d'adaptation, mais je crois que maintenant, je comprends plus ou moins très bien mon rôle et je pense que la transition s'est faite de façon très, très simple. On va dire que vous êtes toujours dans le monde média. Comment percevez-vous l'impact de la désinformation sur le journalisme congolais? Écoutez, je pense que en République démocratique du Congo, la désinformation, c'est vraiment un fléau. Ce que nous vivons aujourd'hui, pas que dans notre pays, hein, je suppose dans beaucoup d'autres pays, c'est assez grave et préoccupant. Nous sommes malheureusement à l'ère du numérique, hein, donc ça c'est bon côté, c'est mauvais côté. Alors cela étant, je pense que pour le journalisme en prend un coup. Vous savez, dans ce pays, vous avez des gens qui se réveillent le matin, il doit avoir ses mégas. Donc ce qui est important pour lui avant, même qu'il prenne son petit déjeuner, s'il a 1000 francs, il va essayer d'avoir quelques mégas pour voir ce qui se passe dans le monde. Vous avez des gens aujourd'hui, même des politiques, même des chefs d'entreprise, même les dirigeants, qui pour s'informer, ils vont d'abord en premier lieu sur les réseaux sociaux. Moi aussi, quand je me réveille, en tout cas, je pense que ma première source, c'est plus les médias traditionnels, classiques, comme c'était le cas il y a quelque temps. C'est tout de suite aller voir sur Twitter, c'est aller voir sur Facebook et toutes ces autres sources d'informations. Et donc, n'importe qui peut devenir journaliste très facilement. Il a filmé une scène, il a assisté à quelque chose, il balance ça sur les réseaux sociaux et ça devient viral et tout le monde vit ça. Et le pire encore, ce que j'ai remarqué dans ça, c'est que, comme on dit en journalisme, l'actualité, c'est un train qui déraille, jamais un train qui arrive à l'heure. Donc les gens aiment bien tout ce qui fait buzz, hein, tout ce qui fait polémique, hein, tout ce qui est vraiment hors une info, une story, une info qui commence bien, qui finit bien. Où on a par exemple offert, je sais pas, des béquilles aux personnes vivant avec un handicap, des belles choses comme ça. Je ne dis pas que ça intéresse pas, mais voilà, c'est classique.
Mais quand vous parlez de quelque chose qui ne fonctionne pas, tout le monde est déçu. Et le temps que vous veniez, comment dire, le temps de dire que c'est une fausse information, le temps de venir corriger, ça n'intéresse plus personne. Donc il y a facilement des vidéos comme ça, il y a facilement des fausses nouvelles qui se propagent. Il y a aussi la viralité en tout cas avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Donc ça se partage très rapidement, très facilement. Et quand maintenant il y a des plateformes qui existent, qui viennent pour corriger, pour donner la vraie info, ça n'intéresse plus. Les gens sont passés à autre chose. C'est ça qui est dommage. Et donc, je pense qu'on devrait vraiment sensibiliser tout le monde, à tous les niveaux en tout cas, que ce soit les médias, parce qu'il y a des médias qui contribuent également à ça, parce qu'ils veulent aussi les vues, tout le monde veut être le premier à donner l'info, tout le monde veut être cité et tout ça. Donc, il faut sensibiliser les médias, il faut sensibiliser le public, mais il faut également sensibiliser les autorités. Donc, c'est vraiment à plusieurs niveaux, c'est un travail qui doit être fait. Les femmes journalistes sont souvent ciblées sur les réseaux sociaux. Elles sont souvent victimes des violences en ligne, de discours de haine. Est-ce que vous avez déjà connu personnellement cette situation et comment l'avez-vous gérée? Écoutez, pas que les femmes, je dirais, pas que les femmes dans les médias, dans les journalismes en ligne. Je pense que souvent les femmes qui occupent des postes à responsabilité, des femmes qui occupent des postes visibles sont souvent et facilement la cible de telles attaques parce que peut-être pour ces gens-là, c'est très facile. Tu sais, ils se disent pour descendre une femme, c'est très facile. On sait là où on l'emmène. Il n'y a pas 10 000 inventions. Ils vont dire c'est la copine d'eux, elle a fait ci, elle a fait ça. Donc c'est quand même dommage de vivre ça, ces stéréotypes en tout cas. Alors moi si, bien évidemment, ça arrive tout le temps. Je me rappelle dès que j'ai été nommée par exemple porte-parole du président de la République, j'ai eu de très belles années en tant que journaliste, connue dans ce pays, respectée. J'ai été nommée et aussitôt, il y a eu une fausse info qui est sortie comme quoi je n'étais pas congolaise. Vous savez, c'est quand même quelque chose de très sensible ici. Et ça a été viral. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que quand vous voyez le compte qui partage ça, c'est vraiment un petit compte, on va dire. C'est pas quelqu'un qui est suivi par la grande masse, mais comme je vous ai dit encore une fois, comment ça se partage. Quand c'est une fausse info, comment elle devient très vite virale. Et donc même moi, j'en revenais pas. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Et je pense que le pire, c'est quand ça touche quand même à des personnes qui vous sont chères. Le pire, c'est quand ça commence à toucher à la famille. Je me rappelle à ce moment-là, mon père m'a appelé pour me dire, tu vois, je t'avais dit de pas faire la politique. Je lui ai dit, papa, c'est pas que la politique. Même en tant que journaliste, ça pouvait bien m'arriver. Ça peut bien arriver à n'importe qui. Je pense que dès qu'on commence à émerger, surtout nous les femmes, vous faites vraiment, vous êtes la cible parfaite des attaques sexistes ou d'autres, de toute autre nature. Donc il y avait d'abord ça qui m'avait choquée. Et donc j'avais pris vraiment la résolution de commencer à lutter contre la désinformation, de travailler avec les plateformes qui existaient, il y en avait très peu en tout cas à ce moment-là. Et je me disais qu'on va commencer par les journalistes qui sont le premier à donner l'information, à leur dire qu'ils ont un rôle important à jouer en cette période, à l'ère du numérique dont je vous parlais, qui a ses corollaires, qui a ses mauvais côtés également, les fake news et tout ça. Et donc j'allais souvent dans l'école de journalistes ici à Kinshasa, à l'IFASIC, je parlais avec les journalistes. Après, j'ai vu que c'était vraiment immense comme tâche. Il faut vraiment qu'il y ait des plateformes comme vous qui puissiez faire ce travail-là. C'est pas facile, mais il faut vraiment sensibiliser. Alors, tout récemment encore, j'étais victime. Je ne sais pas si c'est lié, comme je vous ai dit au départ, c'est d'abord parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes une cible facile, parce qu'il y a encore des sexistes qui se disent, voilà, on va la descendre. Quand une femme parle, ils se disent, on va la réduire, vous savez. Et quelqu'un invente une information, et encore une fois, mais ça fait le tour du monde. Donc vous dormez, vous vous réveillez et vous faites la une, mais pas la une pour des bonnes choses. Et à un moment, vous vous dites, j'aime bien cette citation qui dit les rumeurs s'arrêtent devant les oreilles de quelqu'un de sensé. Vous vous dites, c'est tellement faux que les gens vont vite s'en rendre compte. Ils sont intelligents, ils ont le bon sens quand même. La logique voudrait que ce soit pas vrai. Vous voyez? Eh ben non, ne vous en faites pas. Comme je dis encore une fois, un train qui déraille, jamais un train qui arrive à l'heure. Le buzz, les polémiques, les gens, ils aiment ça. Il faut quand même à un moment prendre du recul et se dire peut-être que c'est pas si personnel que ça.
je reste en tout cas focus sur mon travail. Je pense qu'à un moment, c'est plutôt, on va dire, une désinformation malveillante qui tente vraiment de toucher à ta vie privée. Et ce qui est quand même, encore une fois, paradoxal ici, c'est que c'est faux. C'est pas que c'est vrai et qu'ils ont quand même touché, parce que beaucoup de gens disaient, écoutez, une fausse compassion aussi, que j'ai quand même découvert, des gens qui disent oui, c'est ta vie privée. Eh ben non, c'est faux sur ma vie privée également. Donc c'est très malveillant. À un moment, vous vous dites, bon, restons quand même sur les professionnels. Et vous comprenez que c'est quand même lié parce qu'ils veulent discréditer votre professionnalisme, votre vie professionnelle en touchant à un fait privé qui est faux. Voilà, donc c'est quand même très, très malveillant et c'est très difficile à gérer des fois. Pensez-vous que des mesures devraient être prises pour soutenir les journalistes victimes d'attaques numériques? Si oui, lesquelles par exemple? Absolument, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des mesures très, très, comment dire, très fortes pour soutenir les journalistes ou toute personne, je pense, qui se retrouverait victime d'attaques numériques. Surtout les femmes, parce qu'on a quand même démontré ici qu'elles sont vraiment victimes et c'est très facile de discréditer une femme parce qu'il y a déjà beaucoup de préjugés, des stéréotypes. Je sais que dans ce pays, on a une loi, la loi du numérique, qui a été promulguée, si je me souviens très bien, c'était en 2023, je crois le 13 mars 2023. Mais je pense qu'il faudrait vraiment renforcer cette loi, qu'il faudrait, comment dire, pour sa mise en œuvre, il faut qu'il y ait d'autres mesures vraiment pour sa mise en œuvre et surtout la sensibiliser. Il faudrait que les gens comprennent qu'il y a des conséquences, qu'il y a des répercussions, qu'on ne peut pas se réveiller un beau matin, on s'en prend à quelqu'un, on détruit sa réputation ou on propage une fausse information, une fake news et on s'en sort comme ça indemne. Non, il faut que les gens commencent à se rendre compte que c'est très dangereux de faire des choses comme ça. Et donc s'il y a vraiment des sanctions fortes, si cette loi est bien vulgarisée, je pense qu'il y aura moins de fake news et il faudrait, on sait que les médias jouent un rôle très important d'abord dans la consolidation de la démocratie, mais également dans la mobilisation de la société. Donc il faut vraiment qu'il y ait des lois ou un cadre juridique qui puisse protéger, je veux dire, la liberté de la presse. Il nous faut une presse responsable, il nous faut une presse efficace qui est aussi protégée par rapport à tout ce qu'il y a comme vautour autour de ce métier-là, un très beau métier, mais qui est vraiment mise à mal par la prolifération des réseaux sociaux nuisibles. Et pour finir, quel message pourrez-vous adresser à ces femmes journalistes qui travaillent dans un contexte très hostile dans l'Est de la RDC? Écoutez, d'abord, toute ma compassion, beaucoup de soutien, un message de solidarité, parce que je sais ce que c'est. Moi, j'ai commencé le journalisme très très jeune dans une zone de conflit, dans la partie est du pays, à Bukavu notamment, une ville qui à l'époque, en tout cas quand je commençais, j'avais même pas fini mes études. Quand je commençais donc, c'était une ville qui était encore sous la rébellion. Donc je sais très bien ce que ça peut être comme défi, c'est très difficile dans ce contexte-là. La chance que nous avions à l'époque, c'est que moi je travaillais pour les Nations Unies et que nous étions couverts par les Nations Unies. Alors je peux imaginer des jeunes femmes travailler dans ce cadre-là sans une protection, sans une couverture, en tout cas beaucoup de courage, qu'elles soient prudentes, qu'elles restent professionnelles. Il n'y a que le professionnalisme qui vous protège à un moment ou à un autre de votre carrière. Et on espère vraiment que les choses vont bien se passer pour elles très très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Tina Salam a mis en lumière l'urgence de renforcer la protection des femmes journalistes face aux discours de haine et aux discours stéréotypés. Merci de nous avoir suivis.